Je vous demande d'accueillir Lucas Belvaux, le réalisateur du film Des hommes que vous allez voir. Je suis particulièrement contente de vous accueillir dans ce cinéma, le Vincennes. Merci, je suis content d'être là. Voilà. On va évidemment faire très court avant la présentation pour avoir le temps de dialoguer avec Lucas Belvaux à l'issue de la projection. Voilà. Peut-être quelques mots avant le film. Oui, donc c'est pour faire court, mais approchez-vous concret. Un petit non, peu ça va. Là. Voilà. C'est l'adaptation d'un livre de Laurent Mauvigné. C'est une adaptation qui s'est voulue la plus fidèle possible, en sachant que on n'adapte pas, enfin on ramène pas à 1h30 un livre de 500 pages. Et donc voilà, plutôt que d'essayer de mettre tout dedans, j'ai préféré enlever des parties entières et de rester assez proche du livre sur ce que je gardais. Donc voilà, vous apprécierez ou pas. Et puis, en tout cas, on l'a tous fait le plus sincèrement possible. J'ai eu l'impression sur ce film qu'à la fois les acteurs, l'équipe et moi, on était particulièrement investis. Enfin, c'est un film qu'on était vraiment content de faire, quoi. Et donc voilà, on a essayé de bien le faire. Donc j'espère que vous en profiterez. Écoutez, merci beaucoup. Merci à tous. Merci Lucas Belvaux d'être là. Alors, c'est toujours un peu compliqué de réagir comme ça immédiatement après le film, mais je trouve ça toujours dommage de ne pas vous laisser l'opportunité de le faire. Alors, selon un peu la formule rituelle, est-ce que quelqu'un veut commencer par une remarque ou une question ou une impression à chaud comme ça Bonsoir. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée du film ? Le livre. C'est-à-dire quand le livre est sorti, j'ai lu une critique dans un journal. Pardon. Et tout de suite, en le lisant, j'ai eu envie de l'adapter. Ça dit, c'était il y a très très longtemps. Et d'une part, j'étais probablement pas prêt en tant que cinéaste. C'était un projet compliqué quand même, un peu cher par rapport à ce que je faisais. Puis, bref, c'était pas vraiment le moment. Et le temps que je me décide vraiment, les droits avaient été pris par quelqu'un d'autre qui n'a pas fait le film. C'était Patrice Chéreau en fait. Et Chéreau n'a pas réussi il s'est lassé assez vite, je crois. Et puis voilà. Et c'est 10 ans plus tard, donc il y a 2 ans, où j'avais pas d'idée de scénario original. Je sortais d'un film qui s'appelle Chez nous. Il m'est revenu, donc l'envie était toujours vive. J'ai relu le livre et je me suis dit que c'était peut-être le moment. Donc voilà. Donc c'est une envie profonde, quoi. Après, qu'est-ce qui suscite l'envie ? Enfin, quel est le moteur ? Je pense que c'est un regard nouveau sur la période. C'est un peu ce qu'on appelle maintenant la bataille des mémoires ou la reconnaissance des mémoires. C'est-à-dire que ça y est, c'est fini depuis 60 ans, donc on peut en parler de façon un peu différente. Et Laurent, je pense, a écrit le livre comme ça. Il l'a écrit différemment de ce qui se faisait, parce que son père l'avait fait comme appelé, son oncle l'avait fait comme appelé, son père s'est suicidé. Et quelque part, c'était une façon de parler de son père, de sa mère. Voilà, sa mère, c'est un peu Solange. Et Feu de bois, c'est un mélange de son oncle et de son père, etc. Et j'aimais bien cette espèce de regard-là différent, qui n'était pas un regard partisan sur la période, parce que je pense que la colonisation, l'indépendance, l'histoire a tranché, quoi. On ne reviendra pas dessus. Maintenant, il est temps de parler des différentes victimes de cette guerre. Voilà.
Je vous en prie. Bonjour, je voulais vous dire que j'ai été très touchée par le film parce que je suis fille d'un papa qui est parti en Algérie. Je suis d'ailleurs née du retour d'Algérie. Et quand je vois Depardieu, le rôle qu'il joue, je pense à mon père. Parce qu'on m'a toujours dit, aujourd'hui c'est un homme qui n'a pas une grande santé, il est bon âgé. Et on m'a toujours dit, c'est l'Algérie qui l'a beaucoup marqué. Et c'est vrai que j'étais toujours curieuse d'entendre parler de cette histoire. Et c'est vrai qu'il y avait le silence, hormis ce témoignage que j'avais un peu au quotidien sur les peurs. Il a beaucoup raconté les peurs qu'il avait. Je crois qu'il a été assez protégé parce qu'il était à Biskra. Il a refusé de sauter en parachute. Enfin, il s'est retrouvé mécanicien et le fait d'être mécanicien l'a un peu protégé. Mais voilà, c'est un homme, en effet, qui a été marqué énormément par ça. Voilà. En parlant, j'ai parlé pas mal avec des anciens, avec notamment les gens de la FNACA, le président de la FNACA, avec Jean-Claude Carrière à une époque. Enfin, il y a quelque chose, il y a plusieurs choses qui ressortent, mais il y a une chose qui ressort, c'est qu'il y a autant de guerres d'Algérie, pratiquement, qu'il y a d'appelés. Enfin, il n'y a pas une guerre d'Algérie, il n'y a pas un appelé. Les expériences sont différentes. Elles sont différentes pour plusieurs raisons. D'une part, selon l'année et l'endroit où on était, enfin selon la période et l'endroit où on était, et l'unité dans laquelle on servait, c'était pas la même chose. Et puis, selon d'où on venait, qui on était, si on était un fils de paysan du Cantal, on ne percevait pas les événements de la même façon que si on était un militant des jeunesses communistes ou si on avait été formé à la JOC ou à la GEC ou ce genre de choses. Et donc, pour tous les appelés, ça a été une expérience différente avec des séquelles différentes. Et donc, il n'y a pas un ancien combattant type. Donc là, on parle quelque part du père, de l'oncle, de Laurent. On parle des grands traumatisés. Et puis, on peut après tirer des leçons un peu sur le retour des appelés, sur le silence dont tout le monde parle en fait. Quand on parle des anciens d'Algérie, on parle toujours du silence. Et bon, alors on pourrait dire qu'il y a toujours un silence des anciens combattants. Parce que souvent des choses difficiles à raconter, mais il y en a qui ont parlé peut-être plus facilement. Alors pour être très très précis, je vous recommande un livre qui s'appelle « Papa, qu'as-tu fait en Algérie ?» un livre d'une historienne qui s'appelle Raphaël Branche et qui est sorti là cet automne. Et qui est un livre vachement bien parce qu'il est à la confluence à la fois de l'histoire, de la sociologie et de la psychologie. Elle a travaillé avec 40 appelés et leurs familles, les enfants, les frères, les sœurs quand il en reste, les femmes. Et donc elle tire plein de films et on voit l'impact de cette guerre d'Algérie à travers donc ces 40 appelés sur la société française et comment le silence s'est installé, pourquoi. Et ça commence par les appelés d'abord. Et je pense que c'est tous les soldats à la guerre, quand ils écrivent, ils ont envie de rassurer leur famille plutôt que l'inquiéter. Donc ils vont, dans leurs lettres, ils vont assez peu raconter leur peur, ce qui se passe vraiment, les combats, etc. Il y a la censure aussi. Et donc ils vont être très soft, entre guillemets, dans les récits pendant à chaud. Et après, quand on revient, c'est difficile tout à coup de se dédire ou de dire. Surtout que, c'est pas une guerre officiellement. C'est les événements, l'Algérie, c'est la France. Il n'y a pas eu de mobilisation comme en 14 ou en 39. C'est-à-dire que c'est pas la nation qui se lève. Quelque part, il y a mobilisation générale. Non, là, ça part tous les 3 mois. Il y a un contingent qui repart. Ça revient, dans le meilleur des cas, tous les 3 mois aussi. Et donc, il n'y a pas cette espèce de grand mouvement de foule. Ensuite, c'est les années 50 jusqu'au début des années 60, ça se termine en 62. La France est en train de se reconstruire. Elle a mis du temps, la France, à se reconstruire, parce que 2 guerres, la guerre d'Indochine, la guerre d'Algérie, ça coûte très cher. Et puis l'aide américaine n'est pas aussi massive à travers le plan Marshall qu'en Belgique, par exemple, où j'ai grandi. La Belgique s'est reconstruite plus rapidement. Mais la France se reconstruit et elle change profondément. Donc on n'a pas envie d'avoir cette jeunesse qui va raconter encore des horreurs.
Et donc, quand ils ont envie de parler, on ne les écoute pas vraiment. C'est les 30 Glorieuses, on leur dit, allez, marie-toi, fais des enfants, travaille, il y a du boulot, retrousse-toi les manches. C'était un service militaire un peu dur, mais c'était pas Verdun, quoi. Donc et c'est vrai qu'il y a cette histoire, chaque génération a sa guerre, chaque guerre est différente. Il y a la Grande Guerre, déjà dans le récit national, c'est pas la même chose. Les poilus, il y a une espèce de statut différent. Après 40, c'est la drôle de guerre. Ça a été un peu perdu, enfin ça a été franchement perdu, mais quand même il y a eu la résistance derrière. Donc De Gaulle a bien rattrapé le coup dans le récit. Et donc, il y a quand même un statut qui est un peu différent. Mais eux, c'est même pas une guerre. On ne leur reconnaît même pas ça. La FNACA, et la Fédération nationale des anciens combattants d'Algérie, est née de ça, du refus du statut. On ne voulait pas leur donner le statut d'anciens combattants. Et finalement, ils vont avoir le statut d'ancien combattant avant même que la France reconnaisse que c'était une guerre. Donc c'est Benjamin Stora qui a une jolie formule, il dit la guerre d'Algérie, c'est le secret de famille de la France. Et ça fonctionne vraiment comme ça. Et donc on n'a pas envie de les écouter vraiment. Il y a une autre raison, il y a plusieurs autres raisons, mais il y en a une qui est importante, c'est que depuis 1955, très très tôt, dès la première année de guerre, on sait qu'il se passe des trucs moches, que l'armée française fait des trucs moches. Donc il y a Hubert Beuve-Méry dans un éditorial de fin 55 qui déjà parle de massacres, qui évoque Oradour. Et donc la France est un peu traumatisée. Oradour, c'est 10 ans avant. C'est pas, et donc c'est encore très très vif, y compris chez les appelés. Ça fait partie de la mémoire collective et des horreurs. Et donc la France, elle est fracturée par ça, la société française. Et donc quand ils reviennent, on ne sait pas s'ils ont torturé, s'ils ont commis des exactions. Et donc dans les familles, on n'a pas envie de les entendre raconter ça, parce que personne n'a envie d'entendre que son fils, son frère, son fiancé a commis des trucs. La plupart, ils n'ont rien fait. Enfin, ils ont fait la guerre. Ils n'ont pas torturé, tous n'ont pas commis des horreurs. Une majorité n'a pas commis d'horreurs. Mais on ne le saura pas, puisqu'on ne leur pose pas de questions. Et il y aura, dans les accords d'Évian, un article signé donc par les deux parties d'une amnistie où il n'y aura pas de procès pour crimes de guerre, des deux côtés. Les deux pays s'engagent à pas poursuivre. Et donc, quand il n'y a pas, on sait que ces crimes-là ont eu lieu, la torture, les exécutions extrajudiciaires, les corvées de bois, les mecs qui ont balancé des hélicoptères, et puis de l'autre côté, des égorgements de civils, les massacres d'Oran, des deux côtés, ça a été épouvantable. Et il y aurait eu de quoi juger et condamner. Mais on ne le fait pas. On met la poussière sous le tapis, toujours sur le mode allons de l'avant, on n'a pas envie de parler de ça. Et donc, il n'y a pas de procès, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de coupable. Et s'il n'y a pas de coupable, il n'y a pas d'innocent. Et donc, tous ces appelés vont devoir porter une culpabilité collectivement pour des choses qu'ils n'ont pas commises. Et c'est quand même assez épouvantable, je trouve. Et donc, dans le regard de ceux qui n'y sont pas allés, il y aura toujours ce truc-là qui traîne. Donc, on va éviter d'en parler. Et puis voilà, les repas de famille, ne parlons pas de ça. Et puis les cauchemars la nuit, chacun se démerde avec, quoi. Donc, il y a un peu de ça. Donc, c'est dur, hein, c'est un truc. Et je pense que... il y a ça, il y a l'histoire des pieds noirs, la façon dont les pieds noirs sont traités quand ils arrivent, quand ils reviennent en France. Ce qu'on lit est épouvantable sur ce qui a été dit à l'époque. Il y a des hommes politiques français qui disent des horreurs. Et le regard d'une grande partie de la population française sur les rapatriés d'Algérie est épouvantable. Et même chose, ce sont des victimes. C'est des victimes de la guerre. Ce n'est pas des causeurs de guerre. Sur les harkis, c'est la même chose. Enfin, tout ça, il n'y a que des trucs moches. C'est une guerre où il n'y a que des trucs moches. Parce que c'est une guerre compliquée, parce que c'est une guerre absurde, parce que c'est une guerre qu'il ne fallait pas faire, parce qu'il fallait négocier la décolonisation dès 1945 ou avant. Et il y a eu un espace. Et puis on a eu des politiques imbéciles, moi, ce que je pense, qui n'ont eu aucune vision sur le long terme, aucun courage politique. Et parce je pense qu'il fallait régler ça beaucoup plus tôt, quoi. On pouvait faire l'économie de cette guerre. Je trouve que le point commun... moi, je suis de la génération... le père de mes enfants aurait dû la faire, mais comme il était responsable de famille,
Il ne l'a pas faite, mais enfin, un cousin notamment qui s'est suicidé aussi à la suite de la guerre d'Algérie. Donc, du coup, j'étais quand même sensibilisée assez tôt. Et après, quand il y a eu ça fait comme un écho, non? C'est normal. Après, comme il y a eu de nouveau on a parlé de nouveau de la guerre d'Algérie, là, il y a je sais pas, une vingtaine d'années, j'étais à Nantes et c'était pas loin du général. Enfin, il y avait des descendants du général Bollardière, vous savez, celui qui avait milité avec Jean-Marie Muller pour la non-violence. Lui, il avait donné sa démission justement pour ne pas être aux ordres du général Massu et ne pas participer aux exactions. Moi, ce qui m'a surpris dans votre film, c'est que vous partez du point de vue des engagés, pas du point de vue justement des hauts placés, des responsables. Mais là, ce qui est le point commun entre tous ces jeunes, c'est qu'ils sont confrontés à la mort, à la violence, et chacun réagit à l'absurde, parce qu'ils n'ont pas l'air de comprendre pourquoi on fait la guerre. C'est ça surtout qui m'a frappé. Non, mais ils ne sont pas formés. En fait, ce ne sont pas des engagés, hein, c'est des appelés. Hein. Mais c'est justement, c'est pour ça que... Oui, mais justement, ils ne sont pas formés. Oui, ils ne sont pas formés, c'est ça que je voulais dire. Donc on sent qu'ils sont complètement perdus. Voilà. Et chacun réagit différemment à la violence. Il y en a, ça suscite en eux de nouveau de la violence, etc. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est pas à vous que je vais expliquer que la France des années 50 n'est pas la France d'aujourd'hui. Donc pour les jeunes gens qui partaient là-bas, notamment pour tous les ruraux, d'une part, il y a quand même une spécificité, je pense, c'est que tous ont été enfants pendant l'occupation et que tous ont eu peur. Ils ont eu faim, ils ont eu peur de l'occupant, ils ont vu des horreurs et ils ont retrouvé, je pense... Pas très vieux. Pardon ? Ils n'étaient pas très très vieux. Non, ils étaient enfants pendant l'occupation. Oui. Ben, vous savez, les appelés d'Algérie partaient à 20 ans. Hein, et donc, ils étaient nés entre 34 et 42. Voilà, c'est assez simple. Donc, les plus jeunes ont connu 2 ans d'occupation, donc très peu de souvenirs probablement. Mais il y en a d'autres qui... moi, à cet âge-là, j'en avais aussi. Hein, oui, sûr. Bah, oui. Donc, pardon ? Et très... Il y a très peu d'étudiants, ça dépend au début. Au début, pas mal de sursitaires. À la fin, il n'y en avait plus. C'est-à-dire qu'il y a eu très peu de sursis, puisqu'il y a eu ce qu'on a appelé les rappelés aussi. C'est-à-dire que comme il n'y avait plus assez de soldats, il y en a qui revenaient après leur période de 24 mois et qu'on rappelait et qui repartaient 6 mois ou 3 mois. Et donc beaucoup d'étudiants à la fin, d'appeler plus vieux parce qu'on ne donnait plus les sursis. Donc sur la fin, il y en a eu quand même, il y en a eu pas mal. Et donc pour tous ceux qui partaient, indépendamment du fait qu'ils avaient été eux-mêmes occupés quand ils étaient petits et que par moments ça pouvait être troublant, il y avait aussi, la France était beaucoup plus rurale, beaucoup de fils de paysans qui arrivaient là-bas et qui se retrouvaient dans la campagne, qui se retrouvaient confrontés à des choses extrêmement choquantes, comme brûler les cultures dans les zones interdites, des choses comme ça. Et ça a été des confrontations terribles. Ça a été des confrontations entre appelés aussi, entre jeunes des campagnes, jeunes de la ville, pas nécessairement violentes, hein, mais ça a été un brassage important. Il y en a, ça a participé aussi de l'exode rural d'après la guerre. Il y en a qui se sont dit, mais pourquoi reprendre la ferme ? J'ai appris à conduire, je vais devenir routier, je suis devenu mécanicien, je serai mieux dans un garage, etc. Beaucoup qui ont profité de ça aussi pour partir. Après, ils partent à une époque où la France change beaucoup sociologiquement. C'est l'époque où les femmes vont pouvoir enfin ouvrir un compte en banque sans l'autorisation du mari. Donc le statut du pater familias, entre guillemets, change aussi. Et on a des jeunes gens qui partent avec une idée de la virilité, du statut de l'homme, etc. Ils reviennent, c'est plus la même chose, où les femmes tout à coup prennent une place plus importante. Donc il se passe énormément de choses et c'est difficile. C'est difficile à vivre. Donc voilà, ça explique... Moi, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur le film, c'est-à-dire sur des questions de cinéma, si je puis dire, parce qu'il y a quand même dans le film
Et ça fait tout à fait résonance à ce qui vient d'être dit, des choses que je trouve tout à fait passionnantes. C'est-à-dire, vous avez dit déjà plusieurs fois, vous avez parlé du silence. Or, c'est un film que je trouve à la fois inventif et extrêmement passionnant sur la manière de tisser une sorte de polyphonie. Vous avez dit il y a autant de guerre d'Algérie qu'il y a d'appelés, et vous nous offrez, par des moyens qui sont vraiment propres au cinéma, une façon de voir presque plusieurs voix d'un même personnage. Oui. Alors moi, ce que j'aurais aimé, ce sur quoi j'aurais aimé vous entendre, du coup, puisqu'on parle des voix, c'est justement comment est-ce que vous avez travaillé, parce que ça conditionne tout le film, à la fois de manière temporelle, puisque ce dont vous parlez là, de la manière dont la France a changé, ce décalage qu'il va y avoir entre le moment où il y a au fond quasiment 4 époques dans le film, si je ne me trompe pas. Il y a l'époque contemporaine, il y a les scènes de guerre, il y a le moment où revient février, les années 60, et à l'intérieur de laquelle, la scène avec Février et Ragu, c'est ça ? Rabu, voilà. Qui lui-même est là, il y a une sorte de comment dirais-je, de travail comme ça, de tissage des voix et du temps que je trouve assez impressionnant. Et j'aimerais bien voir comment est-ce que vous êtes arrivé à ça. Enfin, j'aime tout le type de construction. C'est-à-dire que j'aime à la fois les films linéaires avec une espèce de progression, un fil très tendu et se tenir à 2 ou 3 personnages et les suivre. Très simplement, très chronologiquement, j'adore ça, c'est souvent difficile à faire. Et j'aime aussi les constructions compliquées, comme quand j'ai fait la trilogie. J'y pensais beaucoup. Et puis j'aime beaucoup un bouquin qui s'appelle Le Manuscrit, trouvé à Saragosse, qui a été adapté aussi au cinéma, ou qui est un livre à tiroir, quoi. On suit l'histoire d'un personnage qui va trouver un objet qui ouvre sur une autre histoire, et dans cette histoire-là, on ouvre une porte et ça ouvre sur une autre histoire et un autre personnage, et on avance comme ça d'histoire en histoire, et on se perd, quoi, dans des méandres. Et là, c'est pas comparable, hein, mais il y avait dans le récit de Laurent cette idée-là, d'une construction où on part d'une voix, puis de 2. C'est construit un peu comme de la musique, en fait. Et donc, il y a une voix, puis c'est un duo, puis ça devient un trio, et puis ça devient une polyphonie, et on revient au solo à la fin. Et ça me plaisait beaucoup, cette construction-là. Et je me disais que à la fois, ça me plaisait beaucoup en objet livre, quoi. Enfin, il y avait ce qui rendait ça très très bien. Et je me disais qu'en film, on retrouverait en plus le côté musical avec les voix. Et qu'en plus, le travail de la voix off. Il y a quelqu'un qui a un micro qui n'est pas fermé. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais le travail de la voix off au cinéma permet quelque chose de quasi musical. Je pense qu'il faut aller dans la sortie de secours et éteindre le micro. Voilà. Ah oui. Oui, c'est quasi. Jean-Fabrice, c'est là-bas. Là. Quasi musical, quoi. Parce qu'on a des voix, qu'on les entend, qu'on peut les ordonner de cette façon-là, comme de la musique. Et ça permettait aussi de passer avec des archives aussi, une espèce de mémoire individuelle à une mémoire collective. C'est-à-dire que tout à coup, la grande histoire arrive à travers les images et les sons d'archives et un récit qui est un récit de témoignages qu'on a déjà entendu quelque part. Qui sont des images qu'on connaît, certaines. Halte au feu, etc. J'ai pensé aussi à un autre film qui est 38 témoins, justement sur cette impossibilité à la fois de parler d'un événement extrêmement... oui, de le décrire en fait, de le raconter. De le raconter, donc qui a aussi à voir avec la culpabilité. Et du coup, je trouvais que dans ce film-ci, précisément de s'atteler d'une manière très différente que dans 38 témoins à la question du silence en faisant exister pour la même personne
finalement, j'ai dit 4 voix, mais il y en a une 5e qui sont les lettres. 4 voix audibles, plus l'écrit. Donc là aussi, en termes d'écriture du scénario et de la construction du film, c'est de être assez... Pas tellement, en fait. Ce qui est difficile, c'est de faire les choix au départ. C'est-à-dire, c'est comment on construit comment on envisage la construction du film. Se dire, est-ce que je fais ou pas, est-ce que j'assume ou pas ces voix off, parce que quelque part, elles s'imposent. Le livre est construit sur des soliloques, sur des mecs qui sont chez eux, qui parlent tout seuls, et qui racontent et qui se remémorent, etc. Et donc, la voix off était pratiquement, à mon avis, la seule solution. Après, il faut l'assumer, et il faut en faire quelque chose autre qu'une voix qui raconte une histoire. Voilà. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait avec, quelles sont les différentes possibilités de la voix off, qu'est-ce que ça offre au cinéma de plus que compenser les histoires, les images qu'on ne peut pas faire, ou raconter ce qu'on ne peut pas montrer en image nécessairement. Et donc là, il y avait ça, effectivement, il y avait à la fois le monologue, le soliloque, il y avait l'échange quasi télépathique, comme entre Feu de Bois et Rabu, quand chacun est dans son lit et qu'ils ont un dialogue. Il y avait la voix à travers le temps. Il y avait le son in, c'est-à-dire que des sons enregistrés d'une scène entre deux personnages qui se parlent. On sort le son, on le met sur d'autres images que ceux qui parlent. Il y a la voix du personnage, une voix off, pour le coup enregistrée sans image, qu'on plaque sur lui, mais qui ne parle pas. Il y a la possibilité de faire dialoguer le même personnage à 60 ans ou 40 ans d'écart. Il y a les lectures de lettres, il y avait tout ça. Donc c'était explorer toutes les possibilités de la voix off, y compris à la fin des voix off qui s'entrelacent, plusieurs pour raconter un événement commun. Et donc ça, c'était extrêmement excitant, et pendant toute la toute la fabrication du film, j'ai attendu le moment où enfin on mixerait le film avec toutes ces voix. Et voilà. D'abord, merci Lucas, parce que vous faites partie des cinéastes que je préfère, donc je préfère vous le dire d'emblée. Sur la discussion que vous venez d'avoir, moi j'ai pensé à Ricoeur pendant tout le film, parce qu'effectivement, la parole de la vérité, c'est la parole, la petite voix intérieure que vous avez mise en son. Et elle donne de la vérité et de la réalité à des situations qui sont souvent des faux semblants, mais sur lesquels tout le monde se repose. Donc le collectif marche beaucoup sur des espèces de trucs comme ça, mais j'ai pas lu le bouquin. Mais peut-être que l'individuel aussi. Oui. marche sur mais ça fait partie de la comment on s'arrange sur le même. Est-ce que je suis toujours le même par rapport à mes âges, par rapport à mes angles de vue, etc. Le deuxième truc que je voulais dire, c'est donc merci, parce que c'est un super film sur la voix intérieure. Et elle n'est pas que réflexive, elle est aussi sur ce qui se passe en face de soi et ce à quoi on est confronté. Ma question, en fait, recoupait beaucoup ce que vous étiez en train de susciter dans votre échange, c'est quel est le poids de la voix off dans la bande sonore de ce film? Je ne sais pas, je me suis pas posé, j'ai pas mesuré. À mon avis, c'est beaucoup moins que ce qu'on imagine. Oui. C'est 15% peut-être du temps. Ah ouais. Parce que il n'y en a pas tant que ça. Qu'à un moment donné, cette polyphonie, elle est comment dire, elle est constitutive de chacun des personnages et d'une conversation qu'ils continuent d'avoir. Et donc, c'est quelque chose de différent, me semble-t-il. Vous me dites. Mais c'est vrai que c'est surtout à la fin où ça se tisse et où ça commence à raconter autre chose qu'eux. C'est-à-dire qu'ils ne se racontent pas eux, ils racontent ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont vécu, ils racontent les autres et la société. Là c'est vrai que ça devient très, très... ça prend tout l'espace. Et donc c'est 5-10 minutes, c'est la partie des archives, et ce qui suit après est un tout petit poil avant. Et donc là, ça prend ça prend beaucoup d'espace. Avant, finalement, il n'y en a pas tant que ça. Et moi, j'avais une question plus prosaïque, c'était sur les jeunes comédiens qui ont interprété ce film. Quelles sont les questions, comment ça a été vécu par eux, qu'est-ce qu'ils connaissaient et comment ils ont réagi
à ce scénario, à ce qui se passait? C'est une génération qui n'a pas fait son service militaire, qui ne sait pas ce que c'est. C'est une génération qui a toujours vécu avec un téléphone portable, une télévision connectée, ne fût-ce qu'un petit peu au monde, qui a vu la mer avant d'y être allé. Donc voilà. Et donc le travail, ça a été déjà, outre le fait de leur raconter la guerre d'Algérie, comment c'est arrivé, etc., bon, ce qui était finalement assez simple, hein. Je leur ai donné 3 livres à lire, et puis voilà. Mais ce qui était dur, c'était d'essayer de leur faire comprendre ce que c'était que d'être un jeune homme né entre 34 et 42. Et quel était le monde, et quelle était la France, et comment on appréhendait ça. Se dire que finalement les mecs partaient, l'Algérie c'était la France, personne ne remettait ça en question, c'était 3 départements français, c'est même pas comme le Maroc ou la Tunisie, c'était pas un protectorat, c'était la France, c'était des départements français, et ça ne se discutait pas. Après, petit à petit, ils ont commencé à découvrir, donc fallait leur faire comprendre ça, le faire appréhender. Après, il y a les trucs tout con, c'est que c'est une génération, donc encore une fois, qui n'a pas fait de service militaire, qui n'a jamais eu à manipuler des armes de guerre, et donc on a une vision un peu comme si les jouets, quoi, ou des trucs qui se manipulent comme dans les films américains. Et donc pour essayer de leur donner un semblant de réalisme et de gravité surtout. C'est comment on est en tant que jeune homme débarquant, où que ce soit d'ailleurs, et à qui on donne une mitraillette chargée en disant voilà, il va falloir peut-être s'en servir pour sauver ta peau ou pour. Et voilà, c'est comment on manipule un truc comme ça, quoi. Et sans le mettre de travers, sans en faire quelque chose de spectaculaire. Donc fallait leur enlever presque des tics d'acteurs, même s'ils n'avaient jamais tourné avec des armes. Tout de suite, ils les prennent et les manipulent comme dans les films qu'ils ont vus, quoi, que ce soit des films américains, mais pas mal de films français aussi. Donc c'est des choses comme ça. Après, encore une fois, leur faire comprendre un petit peu ce que c'était que la vie à l'époque. Et voilà, mais ils étaient, ça leur a bien plu. Ils ont appris plein de choses. Eux-mêmes ont eu envie d'aller lire des témoignages, des récits, des choses. Et donc ils me racontaient, au bout d'un moment, c'est eux qui me racontaient des anecdotes. Et c'est Édouard Sulpice qui joue Rabu Jeune, qui me racontait un truc que j'avais pas lu. Et il me le racontait la semaine dernière. Donc un appelé qui est parti, qui arrivait de sa campagne en Algérie, et quand les premières femmes voilées qu'il a vues, il a cru que c'était des nonnes. Et voilà, c'est aujourd'hui, un jeune Français aujourd'hui, quand une nonne, c'est plus rare qu'une femme voilée. Voilà, donc c'est un peu le monde à l'envers, quoi. Alors, oui, je voulais savoir, c'est peut-être pas dans le film, mais l'objectif de la guerre d'Algérie, parce que l'Algérie, bon, c'était un département français, mais quand même, c'est en Afrique. Et il y a des Arabes, c'est pas la France, on sait bien. Donc, les soldats, des jeunes hommes comme ça, ils vont là-bas vraiment pour que l'Algérie reste la France ou pour autre chose. C'est comme un peu les Américains qui viennent en France, on se demande comment. Est-ce que vraiment c'était pour libérer la France, dont ils n'en ont rien à faire finalement, parce qu'on se demande, ou c'est pour autre chose. Alors, est-ce que au début, en tout cas, et pendant assez longtemps, et pour beaucoup, tous n'étaient pas politisés. Certains ont découvert la politique, ce que c'était que le colonialisme en étant là-bas, etc. Beaucoup sont partis en se disant qu'ils allaient défendre. C'était la France. Voilà. Mais sans être idéologiquement... la question ne se posait pas vraiment, pour beaucoup, bien sûr. La question que je voulais poser, c'était à propos de Jean-Claude Carrière, que oui. Je pense que vous avez cité. Quel était son apport dans la gestation de ce film? Oui, il l'a lu, puis il m'a fait 2-3 commentaires, et puis voilà, moi j'aurais aimé écrire avec lui, enfin qu'il écrive avec moi plutôt. Et donc j'ai écrit une première version du scénario que je lui ai envoyé, qu'il a bien voulu lire. On s'est rencontrés, on en a parlé, et puis ça s'est arrêté là, quoi. Donc lui,
même s'il n'a pas vécu cette guerre-là en Algérie, il a vécu une guerre d'Algérie, j'en ai parlé tout à l'heure, oui, très, très calme, mais, et très ennuyeuse, mais en même temps, il a retrouvé des choses quand même. En revanche, il n'a pas connu de feu de bois. Il m'a dit, les gens dont vous parlez, longtemps après, j'en ai pas connu, il était assez loin de ça. Mais on s'est vu qu'une fois. Moi, je voulais revenir sur le point de vue. En fait, on est sur le point de vue donc des jeunes, mais aussi de la France. Et donc, en fait, vous montrez aussi la violence des deux côtés avec le chapitre Oradour. Mais sur la fin, on est aussi sur les atrocités et sur la violence aussi qui est faite dans l'autre camp, donc dans le côté off, en fait, on va dire. Et du coup... en fait, c'est une question que je me pose. Comment vous, en fait, vous êtes posé la question, en fait, comment vous vous êtes situé par rapport à ça? Est-ce que ça vous a pas trop gêné? Parce que finalement, moi, j'ai l'impression que la violence qui est montrée, même si vous l'avez montrée aussi dans votre camp, mais en intensité moindre, on voit quand même les atrocités qui sont faites de l'autre côté. Comment vous en fait, vous situez? Et est-ce que ça vous a pas posé trop de problèmes? Ça vous a pas mis trop mal à l'aise par rapport à ça, parce que c'est quand même un sujet très épineux, puisqu'on parlait de la mémoire, de ce qui se passe aujourd'hui, mais voilà. Enfin, voilà. Je n'ai pas été mal à l'aise du tout. Une atrocité, c'est une atrocité. C'est voilà le combat. Non, mais comme on se place que d'un seul côté, voilà. Non, on est des deux côtés. On voit les soldats français se comporter mal dans les villages. Ils racontent ce qui... C'est dit, les mecs ont balancé du haut des hélicoptères, la torture. Tout est dit, tout est évoqué. On le montre dans le village auquel on met le feu, etc. Les civils qu'on tue. C'est dit. Après, le FLN qui égorge. Voilà, ça a égorgé, oui. Stora, toujours lui, mais il est incontournable sur le travail sur la guerre d'Algérie. Il y a 3 guerres d'Algérie. La guerre d'Algérie, c'est d'abord la guerre d'indépendance. Légitime, comme il y en a eu d'autres, etc. Ne revenons pas dessus. On pourrait dire la juste cause du peuple algérien, ou la juste lutte du peuple algérien contre le colonialisme. Ensuite, il y a une guerre civile algéro-algérienne entre le FLN et le MNA. L'enjeu, c'est la prise du pouvoir après. C'est une guerre qui a fait aussi des milliers de morts et aussi des massacres, et qui va provoquer l'engagement dans l'armée française de beaucoup d'Algériens, côté Harki, etc., justement en anti-FLN, enfin par réaction à certains massacres dans des villages, etc. Ici, dans le bidonville de Nanterre, c'est une guerre extrêmement dure entre les deux camps, avec des atrocités aussi. Et après, il y a une guerre civile franco-française, avec l'OAS, qui aussi commet des atrocités. Il y a des attentats en France, il y a des attentats en Algérie. On n'en parle pas beaucoup non plus. Les attentats de l'OAS, enfin ce qu'a fait l'OAS à Oran, c'est épouvantable. Épouvantable. On n'en parle jamais. On commence à en parler un petit peu quand même. Pardon ? On commence à en parler un petit peu. Oui, on commence, mais on en parle très peu. Moi, j'ai appris des choses. Alors, je les ai apprises en voyant des reportages, en lisant. Donc, on en parle, effectivement, mais tellement peu. Je ne savais pas. Et on voit d'anciens commandants de l'OAS raconter les attentats. Comment peut-on assumer ça 20 ans, 30 ans après? Il y avait ils faisaient des attentats, des séries d'attentats thématiques, entre guillemets, je dirais. C'est-à-dire qu'ils disaient un jour, on va flinguer les femmes de ménage. Et donc les femmes de ménage algériennes qui rentraient dans la ville européenne, ils en flinguaient 15, 20 dans la journée, comme ça, pour terroriser. Et en plus, ils empêchaient les corps d'être enlevés. Donc les corps restaient sur le trottoir toute la journée. Un jour, c'était les cireurs de chaussures. Ils flinguaient 5 gamins, 10 gamins. Et pareil, on laissait il y a eu des périodes épouvantables. Après, il y a les massacres d'Européens à Oran en juillet 62. Pareil, je ne sais plus combien, mais beaucoup, pour rien. Des histoires de vengeance.
moi, j'en parle à l'aise, je suis belge. Enfin, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas parler de tous les massacres. Et si, tant qu'on ne pourra pas parler tranquillement, je m'entends, mais enfin sans culpabilité, moi, j'ai rien fait, moi, en Algérie. Vous non plus, les enfants non plus. On ne va pas continuer. On doit pouvoir en parler calmement et reconnaître qu'une horreur, un crime contre l'humanité, est un crime contre l'humanité, quel que soit celui qui l'ait commis. Voilà. Il n'y a rien qui justifie qu'on égorge un gamin. Et voilà. Et voilà. Donc oui, je suis à l'aise avec ça. Ouais. Et je n'ai aucune sympathie, mais vraiment, pour le pouvoir algérien aujourd'hui qui vient de là. C'est aucune. À la fin d'une rencontre comme ça, au début où on montrait le film, c'était à Cadillac en Gironde, un monsieur est venu me voir, un ancien combattant, et il m'a dit ce que vous racontez dans le film, enfin ce que vos personnages racontent, je l'ai fait. C'est moi. On a balancé des mecs des hélicos. Il dit voilà, et en voyant votre film, tout ça me revient et je ne vais pas dormir. Et puis il est parti. Et il était avec sa femme et sa femme m'a dit c'est vrai, il n'a pas dormi pendant des années. Et puis là, je sais qu'il ne va pas à nouveau. Mais voilà, mais il faut le dire. Il faut le dire des deux côtés. Et ce qui est important, c'est qu'il va falloir que les Algériens le disent aussi. Parce que nous, on le dit, mais en Algérie, ils ont du mal à en parler aussi. Et il faut qu'on le dise des deux côtés, parce que sinon ça n'en finit pas. J'ai beaucoup aimé le film, bien évidemment. Je suis née pendant la guerre d'Algérie. J'avais 10 ans à l'époque. Et alors, ma question elle est très simple. Là, vous avez fait le choix. Qu'est-ce qui a fait le choix de montrer beaucoup plus la guerre en montagne? Et quand moi, je suis citadine, je suis d'Alger, donc j'ai vécu cette guerre qui était encore beaucoup plus violente que ce que vous avez montré là. Donc, qu'est-ce qui a fait votre choix? Ça pourrait peut-être être, d'ailleurs, un sujet d'un autre film. C'était à la campagne parce que les personnages sont des ruraux et que c'était assez joli le pendant, quoi. Avoir des ruraux qui se retrouvent là. Et puis c'était le livre aussi. Encore une fois, c'est l'adaptation d'un livre. Donc c'était difficile de transposer en ville et puis je ne voyais pas très bien l'intérêt. Après, c'est vrai que quand on a vécu des événements, et on ne s'y retrouve pas parce que, voilà, il y a un côté Fabrice à Waterloo. On ne connaît de l'histoire que ce qu'on en a vu et voilà. Donc souvent, on me dit, mais ce que vous racontez, nous, on n'a pas vécu ça du tout. Ben non, c'est vrai. Dans vos films, il y a toujours une très grande attention, je trouve, peut-être que j'ai tort, mais à l'espace, à la manière dont vous filmez l'espace. Et justement, je trouvais que l'arrivée du personnage à Alger, quand il est enfin seul, c'est une très belle scène d'ailleurs, c'est une scène où là, la voix intérieure est presque la prise de conscience de son intériorité à lui, parce qu'il est dans une ville. Et juste peut-être pour finir là-dessus, puisque je ne voudrais pas que vous soyez embêtés après en sortant, en ayant dépassé l'heure du couvre-feu. Donc, je dis pour ceux qui auraient envie de revoir vos films, je repense par exemple à 38 témoins, où là, l'espace urbain très spécifique du Havre et la matière du film quasiment, où on a parlé de la trilogie, ou dans La raison du plus faible, qui est un autre type d'espace industriel, etc. Du coup, comment est-ce que vous avez appréhendé, puisque c'est à la fois l'espace et aussi des morceaux de temps, cette façon de construire ce récit, où d'ailleurs, pour terminer, puisque vous avez parlé, il y a une autre chose qu'on n'a pas abordée qui me semble être très importante dans toute votre œuvre, c'est la façon dont s'articule, vous parliez de la phrase de Benjamin Stora que la guerre d'Algérie est le secret de famille de la France, et la façon dont le film articule à la fois cette situation historique, la situation sociale des personnages et la situation intime de la famille dans laquelle ils sont, puisque c'est aussi une histoire de famille. Et juste peut-être terminer sur cette question de l'espace et du territoire. Ça, c'est mon goût pour le western.
Alors, comment dirais-je, on n'a pas osé le dire, et c'est dommage. La dame qui était professeure au collège Nocard est partie parce que il y a une dame ici à qui on a, d'un collège pas très loin d'ici, à qui on a montré La prisonnière du désert il n'y a pas longtemps. Ça ne nous a pas échappé, votre goût pour le western, et pour ce film en particulier. Mais même, là, oui, il y a les montagnes, il y a les espaces, il y a les hommes perdus dedans, donc c'est du western. Enfin, il y a des éléments de western. Mais dans mes autres films, c'est pas du western, puisque c'est souvent des films urbains, etc. Mais je pense que l'espace raconte aussi celui qui habite. Voilà. Et le crée, et le forme, et raconte une histoire. C'était chez nous, par exemple, c'est très prégnant, les terrils, les obus qui sortent du sol, etc. Au Havre aussi. Et donc, je ne peux pas envisager faire un film sans trouver d'abord sans trouver l'espace qui correspondra à l'histoire et au personnage. Et une fois qu'on l'a, faut le filmer. Et c'est un plaisir aussi d'inscrire les personnages dans un espace. Mais c'est l'espace non pas en tant qu'objet esthétique, mais de récit dramaturgique. Et à chaque fois, j'ai l'impression que les décors, appelons ça comme ça, racontent quelque chose. Oui, racontent quelque chose, et des personnages, et de l'histoire, ou du hors-champ. Enfin, c'est un hors-champ dans le champ. C'est le hors-champ de l'histoire, mais qu'on met dans le champ. Le travail du film tisse des voix off avec ce que crée comme hors-champ la manière dont vous avez articulé les décors ou les territoires. C'est l'histoire qui est hors champ parce qu'elle n'est pas racontée précisément, et en même temps on la voit. Si on prend la raison du plus faible, qui se passe dans le bassin, dans un territoire très ouvrier, très marqué par son histoire ouvrière, c'est raconté tout le temps sans être dit. Et pourtant c'est là, on le voit pratiquement dans chaque plan. Il y a une espèce d'archéologie, chez nous aussi, il y a une archéologie sociale à l'image. Et il n'y a pas besoin d'en parler plus que ça, parce que c'est montré. Après, on comprend pas, peu importe. C'est aussi, il y a des choses qu'on n'a pas besoin de dire, quoi. C'est là, on les voit. Après, parfois, c'est le paysage qui va imprimer, qui va raconter quelque chose, de la peur, de la menace, ou de la beauté du monde. Donc voilà, à chaque fois, j'essaie de raconter, puis parfois ça ne raconte rien, par moment, il n'y a rien à rajouter. Mais souvent, j'essaie, oui, comme la mer au Havre, ou la ville. Voilà. Le port. Voilà, je voudrais remercier beaucoup Lucas Bellevaux d'être venu. Et à vous également.